was so long and my eyes stared the setting sun. Bon, et ben c'est parti. Bonjour à tous. Donc on se retrouve avec Xavier qui me donne un coup de main parce que j'ai eu un invité qui m'a décommandé ce midi. Et donc je vais commencer. À chaque fois je fais cette blague-là à 2 balles. C'est-à-dire je vais commencer mon tour de table qui n'est pas un tour de table, qui est un tour d'écran. Donc le premier qui est à mes côtés, c'est Xavier. Alors Xavier, c'est le frère d'un de mes très très bons amis. Et c'est un peu d'ailleurs… en fait, ce que je réalise, c'est que c'est un peu l'apéro auto des amis d'Histo Auto et de Road Story. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Xavier, il fait des produits dérivés de ses dessins, donc ce qu'il y a derrière. Donc, il fait des sacs, des t-shirts, des polos, etc. Et avec des dessins personnalisés. Et vous les voyez souvent, ce qu'ils nous ont fait sympathiquement. Quand on a des articles qui sont un peu sympas, il nous fait des dessins à sa façon. Et il a un style très, très personnel et un truc qui est vraiment très sympa. Et donc, ça s'appelle, aide-moi, Mobile. Classique Mobile. Quoi? Classique Mobile. Classique Mobile. Je suis un gros boulet, j'ai pas préparé. Et Classique Mobile, allez voir. Il y a beaucoup de Citroën, parce que c'est un névropathe de la Citroën. Voilà. Mais il fait des trucs vraiment très, très sympas et à des prix super raisonnables. Donc, il fait de la mug, etc. Et donc, il a des gros problèmes psychologiques, mais bon, de toute façon, tout le monde n'a que des problèmes psychologiques autour de la table. Il aime bien les Citroën. Et pas que ça, mais quand même un peu quand même. Et pas que. Des trucs pires encore. Ah oui, aussi des 2 temps d'Allemagne de l'Est, enfin des trucs. Les Citroën, ça tombe encore plus en panne, mais il va me dire que c'est pas le cas. Le deuxième, c'est Thibaut. Thibaut, il est directeur CGE, mais surtout, il est aussi associé dans Gaston. Gaston, c'est un service qui vient faire le plein à domicile et qui fait l'entretien, les balais d'essuie-glace, qui nettoie votre voiture. Et puis surtout, Thibaut, moi, je l'ai connu, il suçait son pouce. Il était stagiaire chez Volvo et la voiture de sa maman, il est venu au Mont-Centre Auto par copain, etc. Et donc, c'est un ami de maintenant 25-30 ans par là. 25 ans, ouais. 25 ans. On se voit jamais. Je sais même pas comment s'appelle sa femme. Mais bon, c'est bien parce que c'est quand même, c'est des amis où au bout de 25 ans, on s'appelle encore. Et quand je l'appelle en disant, tiens, je voudrais que tu participes à mon émission, il me dit banco. Et puis, du coup, aussi, on fait des bannières. C'est pour ça que je dis c'est un peu la famille. On fait des bannières sur la newsletter sur Gaston parce que, voilà, c'est des gars qui essayent d'entreprendre et de se bouger le cul. Et donc voilà. Et puis, c'est un vrai fan de caisse, un vrai névropathe aussi. Et puis le dernier que je connaissais pas, qui est un des camarades, un des copains de mon associé Nico, qui s'occupe lui, qui nous fournit des super articles de moto sur le site. Et donc, il est plutôt bécane et surtout il est photographe, il est aussi formateur. Et bon, son métier de base, amoureux, etc., c'est la photo. Et donc il écrit. Et vous regarderez donc quasi tous les articles de moto qui sont sur Road Story, Histo Auto, c'est lui. Et en il y a Jack aussi, mais… Ouais, non, mais il a fait des super trucs, en particulier un truc sur l'ATC où je me suis éclaté. Et donc, d'ailleurs, j'ai un scoop, il y a un dessin qui va arriver pour ton article. Ah, excellent. Très sympa. Bon, voilà. Excellent, merci. Donc voilà. Si je peux rebondir juste… je peux rebondir juste, j'aime bien le lien parce que j'adore dessiner aussi. Alors je pense pas que j'ai ton talent du tout, mais j'adore dessiner aussi. Et je suis presque né dans une Volvo. C'est ma marque totem Volvo. Voilà. Ma première bagnole que je me suis achetée moi, c'était une 240 à l'époque. Voilà. Ah ouais. Et donc je l'ai dessinée. On me l'a demandé. Et elle doit encore rouler parce que ça meurt jamais une 240. Ah elle roule encore, je suis sûr, ce qui n'est pas le cas de mes 480 d'après, je pense. Ah ouais, ça non, ouais. Et donc, du coup, tu as été conçu aussi dans une Volvo ou pas? Alors ça, je sais pas, mais bon, pourtant, il y a la place. Et cette même voiture, elle nous a sauvé la vie à ma maman et moi. On a eu un accident et on est reparti par la route avec. Enfin, c'était un truc de fou. Et c'est une marque que j'ai… c'est ma marque totem, c'est ça. T'as des chamans, ils ont des animaux totem. Et ben moi, c'est ma marque totem, c'est Volvo. Voilà. Je roule pas en Volvo, hélas, mais voilà. J'en ai fait un qui est parti il y a pas longtemps. Je te l'aurais montré, sinon trop tard. Excellent, ouais, j'aimerais beaucoup. Moi, je vais rebondir sur les marques totem. La marque totem de Xavier, c'est Citroën. Ouais.
Alors c'est vrai. Je te préviens. Ma première voiture d'ailleurs, c'était une AX Sport. Hein. Je suis né dans une CX. Mon père a eu des CX et tout ça. Et, enfin, il m'est arrivé pas mal de choses en Citroën, notamment une petite anecdote sympa dans une BX qui appartenait à mon frère, une BX GTI dont il se servait quand il était commercial. Et puis elle a commencé à avoir un peu des bornes, donc il a refilé à ma mère. Il a réussi à la convaincre que c'était mieux que son AX 10E qu'elle avait à l'époque, qui avait même pas le dégivrage. C'est des trucs, je sais pas combien d'années ils ont osé vendre ça, mais pas de dégivrage, le volant même pas en mousse, un volant dur en plastique, aussi dur que le tableau de bord, un truc hallucinant. Et du coup, on avait récupéré cette BX GTI, j'avais pas encore mon AX Sport, qui a été ma première voiture, donc je me suis fait un petit peu mes armes de pilote dessus. Et moi, j'habitais Aix-en-Provence à l'époque. Et j'avais un collègue qui habitait un petit village qui s'appelle Aiguille, qui a une dizaine de bornes. Et c'était ma spéciale, quoi. Hein. Il y avait un petit enchaînement, un petit pif-paf que j'aimais bien. Et ce jour-là, j'étais avec un collègue à côté de moi et je lui dis, tu vas voir dans le virage, c'est assez marrant parce que il y a un petit creux, là, ça fait comme une cuvette. La voiture, elle se déleste un peu, puis ça glissouille un peu. Tu vas voir, c'est marrant. Et effectivement, c'était tellement drôle qu'on a failli se planter. On s'est planté. Je suis arrivé un peu comme un goré dedans. À 110, alors que normalement, tu passes à 80, t'es bien déjà. Et la bagnole s'est tassée comme ça dans le trou. Et puis, ce qui s'est passé, ce que j'avais prévu, c'est réellement passé, c'est-à-dire qu'elle s'est délestée. Elle s'est vraiment, vraiment délestée de l'arrière. J'ai perdu complètement l'adhérence. Et je me vois pied dans les freins, tout droit dans la rambarde du virage du grand droit, quoi. Et je braque les roues et la voiture qui va tout droit. Et elle voulait pas tourner, forcément, les roues braquées, ça cirait, quoi. Et j'ai eu un réflexe au dernier moment, j'ai lâché le frein, les roues ont repris l'adhérence, elle a pivoté et j'ai fait tout le latéral de la bagnole, quoi. Donc j'ai rebaptisé ce virage, le virage du dromadaire en short, parce que c'est une histoire ça aussi. Je m'arrête juste après ce virage, j'étais comme ça, évidemment, je venais de casser la voiture de maman, alors j'appelle ma mère, écoute maman, je suis embêté, la voiture, un peu abîmée. Il y a un chat qui a traversé la route et puis donc j'ai voulu l'éviter, j'ai donné un coup de volant et voilà. Alors évidemment, j'ai raconté l'histoire à tous mes potes et le chat, il s'est transformé en dromadaire et puis en dromadaire en short. Ouais, Xav, il a rencontré un dromadaire en short sur la route, il a voulu l'exhiber. Enfin voilà. Donc ce virage-là, maintenant, s'appelle le virage du dromadaire en short. C'est assez marrant. Et cette bagnole-là, alors du coup, elle avait tout le latéral défoncé et puis moi, j'étais étudiant, j'étais en BTS, j'avais pas un rond, donc il fallait que je répare la voiture de mes parents, quoi. Alors, je suis allé à la casse et j'ai trouvé. La voiture était gris anthracite, gris bleu. J'ai trouvé une aile avant blanche, une aile arrière gris clair, qui est soudée sur les BX. Mais j'ai quand même acheté ça à la casse, c'est-à-dire que je l'ai dépointé avec un marteau, un burin. J'ai dû payer ça 20 balles. Je l'avais ressoudé à l'arc comme un goré sur la voiture de ma mère. Et je me baladais avec la sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Ah bah, tu sais, moi, je suis le quatrième d'une famille de 4 enfants, du coup. On a voyagé à 4 derrière dans une CX sans ceinture, une berline, hein, pas une break. Tu sais, à l'époque, c'était bon, c'était normal, quoi. Donc, safe. Et voilà. Donc, je répare la bagnole avec des bouts de chandelle. Et puis, la porte conducteur avait 2 entailles horizontales comme ça, à peu près au niveau de la porte au milieu qui tenait plus. Et de temps en temps, ça sautait comme ça, comme ça en roulant, et puis ça se mettait à 90, le bout de tôle, comme ça dépassait d'au moins, 20-25 cm, quoi. Alors de temps en temps, je m'arrêtais, je le repliais, et ça tenait jamais, quoi. Jusqu'au jour, évidemment, où on a changé la porte. Et finalement, la porte arrière, celle qui avait... la porte arrière n'avait rien, c'est-à-dire que l'aile avant, elle a été coupée en 2, j'avais dû la changer. L'aile arrière, elle s'était arrachée, donc j'avais dû la changer sur la rambarde. Et la porte avant, découpée comme avec un ouvre-boîte, et la porte arrière n'avait rien. Et il se trouve que je change juste les 2 ailes, et pendant ce temps, je n'avais pas encore trouvé la porte. Ma mère prend la voiture, elle va chez des amis, et son ami fait une manœuvre avec sa propre bagnole et rentre dans la porte avant de la BX, quoi, qui était déjà défoncée. Donc, tout gêné, le monsieur, elle a abîmé tout ça. Et finalement, il nous a repayé une porte neuve avec une peinture neuve. Enfin, donc, je te filerai les photos de cette voiture qui est absolument géniale. Et Roland l'appelait la BX Bigou. Ça confirme ma pensée, c'est-à-dire que quand tu roules en Citroën, tu es un peu maudit. Ouais, et puis tu rencontres des gens maudits autour de toi. Enfin,
Mais bon, tu vois, C'était- quand on parle de berline populaire, moi, le transfert, il est super facile. C'est Thibaut parce qu'il m'a dit que sa première voiture, c'était une voiture de course et une voiture magique. Et donc, c'était une berline familiale française. Donc, la transition, elle est magique. N'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. La 25. La 25. J'avais 1000 balles de budget pour m'acheter une caisse et j'ai un pote de mon père qui me dit je me débarrasse de la 25. Donc, je lui dis combien vous en voulez? Il me dit 1000 balles. Je lui dis voilà, première caisse, une 25 GTX avec la synthétisation vocale, le toit ouvrant électrique, toutes les portes défoncées, la boîte à gants qui tenait avec un tendeur. Mais je pouvais emmener plein de gonzesses dans la caisse, je pouvais rouler à 200 et j'étais le roi du monde. Et la mienne n'a pas terminé à cause d'un dromadaire, elle a terminé à cause d'une vache. Puisqu'en fait, moi, j'ai voulu faire le con dans un champ avec des potes et on a voulu slalomer entre les vaches. Et en évitant une vache, j'ai planté la caisse dans une barrière ou dans un muret et la voiture a été déclarée épave. Et du coup, qu'est-ce que j'ai racheté derrière? Une 10 RE, AX10 RE. On est ça. Et donc, tu vois très bien de quoi tu parles, Xavier. Et je regarde un souvenir mitigé, on va dire. En revanche, le haut de gamme à la française, la 25, même avec 250 000 bornes au compteur, ça cruisait à 200 à l'heure et c'était un tapis roulant. C'était vraiment une des dernières vraies bagnoles haut de gamme françaises. Donc, c'était l'époque des 605 SV24, de toutes les caisses où les constructeurs français essayaient encore un peu de faire des trucs en poussant le V6 PRV à son maximum. Quand on pense que les 3 constructeurs partageaient le même moteur, c'était quand même délirant. Mais bon, voilà, c'est une voiture qui restera dans les annales pour moi et un souvenir. Et surtout, voilà, comme première caisse, j'aurais jamais imaginé avoir ça avec 1000 balles en poche. Après, bon, au niveau essence, c'était un peu plus compliqué, mais c'était tellement la classe de ramener 4 nanas ou je sais pas combien dans des soirées dans la bagnole avec toute la place qu'il y avait. Là le tombeur, voilà. Ça valait le coup. Voilà, il tombait avec une remarque. Donc, tu as bien compris que là, par contre, c'était ration, c'est-à-dire que c'était clairement pour ton physique, hein, c'était pas pour ta caisse. Non, parce que la caisse, tu pouvais allonger la banquette. C'était presque un break, une 25. Il y avait un haillon, hein, tu pouvais faire plein de trucs avec. C'est comme les Volvo, finalement, on peut concevoir dedans. Bon, Thierry, parce que du coup, comme on a parlé des mecs, il y a le dromadaire, il y a la vache. Toi, tu vas nous raconter, c'était quoi? C'était un pangolin avec la Rover? La Rover. Ah ouais. Non. Rien à voir en fait. Alors là, pour le coup, c'est pas une aventure de pilotage du tout. J'étais sur l'autoroute avec mon pote Raph qui est plus là hélas. Et je sais plus où on allait. On devait aller, je crois, on devait être en direction de Toulouse. Et on s'est arrêté sur une aire pour pisser, quoi. Hein, voilà, tout bêtement. Mais c'était une aire où il n'y avait pas de station ni rien. Hein. C'était juste, vous savez, les aires où il n'y a que des chiottes, quoi. Hein. Et les trucs qui puent, quoi. Et donc c'était, pardon. Les trucs qui puent. Pardon. Ouais, les trucs qui puent, voilà, exactement. Et c'était alors détail important, hein, c'était une Rover cabriolet. C'était une 214i cabriolet édition spéciale, très rare, machin. Enfin tout ça c'est. Bon bref, ça n'a pas vraiment à voir avec l'histoire, mais on s'arrête tranquille, on va pisser chacun à son tour et je sais pas ce qu'il fait, Raph, il attrape un truc dans le coffre et puis il referme le coffre et puis voilà. Et sur les Rover cabriolet, j'ai appris ça sur ce jour-là. Le coffre ne s'ouvre pas autrement qu'avec la clé. Et donc les clés de la bagnole étaient dans le coffre. Donc on était voilà comme deux cons sur une aire de repos d'autoroute, sans voilà. Puis bien à l'époque, hein, on était quand même jeunes, on n'avait pas forcément de fric pour se faire dépanner sur l'autoroute. Hein, vous savez ce que ça coûte de se faire dépanner sur l'autoroute. Donc voilà, et on s'est mis en mode MacGyver. Donc on s'est dit tiens, comment est-ce qu'on va réussir à rattraper ces clés dans le coffre sans les clés? Et là, Raph a fouillé un peu autour. Moi, je regardais dans la bagnole pour voir comment on arrivait dans le coffre ou pas. J'ai trouvé qu'on arrivait à glisser la main dans le coffre par entre les sièges arrière en fait. Alors la banquette arrière se rabattait pas, hélas, mais entre l'assise et le dossier, on pouvait glisser la main, on arrivait à peu près dans le coffre. Sauf que j'arrivais pas à mettre mon bras assez loin. Enfin, j'avais beau tâter partout, je trouvais pas les clés. Raph qui a pardon.
vous avez remarqué l'ajustement micrométrique de la fabrication chez Rover. Ah bah oui. Ah bah oui. Magnifique. L'espace global de l'ajustement, c'est l'espace d'un bras. C'est bien, moi, je trouve. Ouais, bon, fallait être un peu en mode gynéco quand même. Hein. T'as pas vu les LPM de près, alors, François? J'ai eu une Lada aussi. Hein. Bon, donc, non, la Rover, c'était propre à côté quand même. Et donc, du coup, pendant que j'étais là en train de farfouiller dans le coffre par entre les sièges comme ça, mon pote Raph revient, il dit putain, j'ai dans une poubelle, j'ai trouvé un cintre. Donc super, un cintre en fer là, vous voyez. Donc on fait un crochet et puis on commence à tâtonner dans le coffre comme ça, mais on se rend bien compte qu'on n'arrive pas jusqu'au bout quoi. Et Raph il me dit attends, j'ai trouvé autre chose dans la poubelle, ça m'a pas tilté comme ça. Et il revient avec un carton de biafine. Vous savez, de la biafine qu'on achète à la pharmacie dans des tubes là. Ouais, on voit bien, ouais. Tout périmé, le truc, un carton complet de biafine. Donc, ben voilà Raph qui s'enduit le bras de biafine, qui prend le cintre au bout de la main et puis qui, avec lubrifié par la biafine, qui arrive à rentrer et là, il commence à ratisser dans le coffre dans tous les sens et on entend schling et il ramène la main. Il avait rattrapé les clés. Donc, c'est ce que je te disais, François, dans le message, en mode MacGyver total, avec un cintre, de la biafine. On a rattrapé les clés de la Rover qui étaient renfermées dans le coffre. Donc, vous avez compris que vous venez de comprendre que c'est la première fois qu'il y a eu un fist fucking sur une Rover 214. Et ça, peut-être même la seule, hein. Lubrifié. Il a fallu parce que quand même ça accrochait un peu. Hein, au bout d'un moment, on n'y arrivait pas parce que c'était des sièges en cuir en plus. Hein, ça colle un peu. On saura tout. On vous demandera pas où vous passiez vos vacances. Hein. Ouais, voilà. Non, mais c'était sur la route des vacances. C'était sur la route des vacances. Exactement. En plus, c'était sur la route des vacances. Ouais. En parlant de vacances, je sais pas si c'était des vacances. Pourquoi tu étais parti en Inde du coup? Parce qu'on dit sur toi. C'était des vacances. C'était quoi l'Inde? Attends. Hop, je remets la lumière. Voilà. Non, l'Inde c'est spécial. Je suis parti en Inde en 2008 parce que tout simplement, alors à l'époque je travaillais chez Airbus et j'avais rencontré une Indienne tout bêtement. Je suis parti vivre avec elle. Voilà, je suis resté en Inde 2 ans et demi. Donc voilà. Bon après c'est la vie a fait que. Ça me fait réagir comme François disait que j'ai mêlé un peu les trucs à la con parce que évidemment j'aime les Citroën, les trucs est-allemands, mais figure-toi que dans mon jardin, j'ai 2 Tata à propos d'un. Des Tata chez toi? J'ai 2 pick-up Tata Telcoline. Un qui roulotte et j'en ai croisé un. C'était pas un pick-up que j'ai croisé en France, c'était le modèle qui est en pick-up mais pas en pick-up. Tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Ah, t'as ça chez toi? Parce que c'est vraiment pas courant en France quand même. Non, il y en a eu. Ils ont eu ça pendant 2 ans. Enfin, mais continue ton histoire, je t'ai coupé. Il y a eu 2-3 ans, il y a eu des. Ouais. Okay. 93, 94, 95, je crois, comme ça. Alors fantastique, hein, mais c'est donc oui, voilà, non, mais pour poursuivre, oui, voilà, je suis parti en Inde. Alors après, la vie a fait que ça n'a pas duré et que je suis rentré et voilà. Et maintenant, voilà. Mais à l'époque, je suis resté 2 ans et demi en Inde, donc par amour, quoi, tout simplement. Et c'est là que j'ai commencé à être photographe professionnel en fait, puisque j'ai travaillé pour une agence de Paris qui faisait de la photo de voyage et tous les mecs qui lui ramenaient des photos d'Inde, c'était des sites touristiques ou des paysages naturels ou des trucs comme ça, alors que moi je faisais juste de la photo de rue en fait. Hein. J'habitais d'abord à Chennai, là où il y a l'usine Enfield, et puis ensuite à Bombay. La plupart du temps, on habitait à Bombay, donc j'étais vraiment dans des énormes villes, quoi, et je faisais beaucoup de photos de rue. Alors là, il m'est arrivé des trucs de fou, quoi, parce que du coup, j'ai quand même assez vite été très indépendant, puisque ma copine elle était pilote de ligne, elle était quand même souvent partie. Donc, il a bien fallu que j'apprenne place dans les grandes villes indiennes. Beaucoup de motos, j'ai beaucoup conduit dans Bombay, dans Chennai.
Et toujours vivant. C'était toujours vivant. C'est quand même pas mal. alors ça, c'est c'est exactement ça. Je sais pas si vous êtes allé en Inde, s'il y a parmi vous qui sont déjà allés. Mais oui, je suis toujours vivant et il y a des fois, c'est passé pas loin quand même. Hein. Mais c'est les trucs les plus fous quand même. C'est pas vraiment des histoires de conduite pure. C'est plus, j'en ai une par exemple un soir c'était la nuit à Chennai. Je roulais du côté de la gare et je m'arrête à un feu rouge. Alors déjà, c'est un truc, s'arrêter à un feu rouge. Quand il n'y a pas beaucoup de trafic, faut être con là-bas pour s'arrêter à un feu rouge. Et pendant que j'étais arrêté au feu rouge, il y a un flic qui vient me voir. Et donc il y avait que nous, hein. Et c'était pour le coup là, il y avait pas le trafic démentiel comme il y a d'habitude. Il y avait que nous. Il y a un flic qui vient me voir et qui me dit monsieur, il a vu que j'étais blanc quoi. Hein, déjà, ça te catalogue tout de suite là-bas. Il m'a dit monsieur, vous avez grillé le feu. Pardon, non, là vous voyez, je suis arrêté au feu, donc je l'ai pas grillé. Il me dit si, vous avez grillé le feu, donc vous allez avoir une amende. Alors ça faisait peut-être 15 jours hein, que j'étais en Inde, j'étais encore un peu nouveau. Il me dit vous allez avoir une amende, hein, donc voilà. Je dis non, là je suis pas d'accord, il y a pas moyen, je suis arrêté au feu, j'ai pas grillé le feu. Il me dit écoutez, on peut peut-être s'arranger, comme ça là. On peut peut-être s'arranger. Vous me donnez, je sais plus combien il voulait en roupies. Il me dit vous me donnez tant de roupies en cash et puis c'est bon quoi. Je vous laisse partir. Je fais mais non, il y a pas moyen. J'ai pas grillé le feu. Je vais pas juste me faire avoir. C'est hors de question. Il me dit écoutez, si vous êtes pas d'accord, j'appelle mes collègues et puis on vous embarque quoi. Ben, je fais allez-y, appelez-les. Je vais même les appeler avant vous. J'ai pris mon téléphone portable. Je fais allez-y, moi je vais appeler la police aussi puisque c'est comme ça. Allez-y, on verra bien lesquels de vos collègues vont arriver les premiers quoi. Et puis le gars là, il s'est bloqué net. Il m'a dit bon allez, circulez maintenant, filez, allez filez. Il essaie de m'avoir au bluff et puis voilà, j'ai eu au bluff aussi, mais vraiment j'en ai pas large quoi. Hein. Mais alors ça, dès comme ça, il m'en est arrivé plein. Hein. Mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu racontes parce que moi, tu vois, ça m'est arrivé dans d'autres pays, en Turquie ou en Thaïlande ou en Corée, où le schéma du policier corrompu qui essaye de t'étouffer, il est quand même universel. C'est un peu comme le taxi qui est un gros enculé. S'il y a des taxis qui nous regardent, enculés. Et dans le monde entier, ils essayent quand même de t'escroquer. Et surtout quand tu es à 4 heures du matin, que tu vas à l'aéroport, qu'ils te font faire des détours, et que tu dis si tu vas dans ton avion, etc. Donc, et le flic essaye toujours de t'enfumer. Et ce qui est hallucinant, c'est que tu vois, en Thaïlande, j'ai mon plus vieil ami qui vit, qui travaille en Asie et qui parle thaï, etc. Et il s'arrive encore, et on est encore un peu, ça rejoint ce que tu dis, on est des fois un peu con, c'est-à-dire que on s'accroche pour se débattre, pour ne pas payer un bakchis à 10 balles. Donc, on n'a rien à foutre. On est vraiment très, très con. En fait, tu balances et à la limite, tu te bats en disant, non, mais tu veux me demander 10 balles. Je te donne 5 balles et puis c'est fini. Il te laisserait partir, c'est sûr. On à la con en se disant, non, mais je veux pas céder. C'est complètement débile. Ben ouais, mais bon, t'arrives là-bas, t'es européen, je suis quelqu'un qui a été élevé avec quand même assez droit, on va dire. Et puis pour moi, ça me paraissait complètement impossible de me faire avoir de malhonnêteté comme ça. Donc sur ce coup-là, je me suis fait avoir d'autres fois, hein, mais sur ce coup-là, il m'a pas eu quoi. Et du coup, moi, c'est comme c'est moi qui ai fait les transitions, je fais ce que je veux. Et donc j'ai fait la transition sur des gros enculés de malhonnêtes, c'est-à-dire on va parler de Mercedes. Et ce que ça me détend, c'est bien. Non, mais je les aime bien, mais bon, c'est quand même. On veut dire, c'est les Allemands. Je veux dire, faut pas quand même pas être défense quand même. Voilà. Non, mais moi, dans le principe, un petit peu anti-loi E20, un petit peu anti-taxi, ça fait toujours du bien, tu vois, voilà. Et anti-Mercedes, ça fait du bien. Donc, mon Thibaut, toi qui as travaillé pour Mercedes pendant de longues années, ouais. Qui t'es occupé de préparer de tes blanches mains les véhicules qui allaient être utilisés par ces enculés de journalistes. Je peux le dire, j'ai 2 cartes de presse. À l'époque, t'en étais quand même. Hein. Oui, mais j'en étais. Enfin, tu fais gaffe parce que quand même, il y a des gens que je connais. J'en étais de la presse, hein, pas de la jaquette, s'il te plaît. Donc raconte-nous, parce que je ne sais pas ce que tu vas raconter. Des caisses de dingo. Tu m'as quand même demandé de te prêter des caisses de dingo pour faire des trucs complètement débiles. Donc, oui. Avec des gros chevaux. Je t'ai emprunté des… Ouais, 61. Non, mais voilà, le joke, c'est que à l'époque,
Raconte sur le Crossblade et puis raconte des choses sur Mercedes. Je m'occupais des relations presse de Mercedes. Et donc, Mercedes, c'était Mercedes, Smart, Chrysler, Jeep. À l'époque, c'était Daimler Chrysler encore. Et François m'appelle. À l'époque, c'était, je sais plus, sur Classic Driver. Classic Driver. Et il me dit, je vais suivre le Tour Auto, donc les voitures anciennes, pendant une semaine. Et je voudrais une caisse un peu sympa et marrante pour le faire. Donc, je me dis, comme tout journaliste, il veut un SL63 AMG ou un truc avec 500 chevaux pour aller se la péter. Il me dit, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je voudrais une Smart. Je lui dis, mais tu vas faire le Tour de France en Smart, t'es sûr? Il me dit, ouais. Puis en fait, je voudrais une Smart, mais un peu fun. Donc, je lui dis, mais tu veux quoi, un cabriolet? Il me dit, non, moi, je veux une Smart Crossblade. La Smart Crossblade, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était une Smart qui n'avait en gros pas de carrosserie. Une Smart sans toit, sans pare-brise, et dont l'idée était de rappeler l'esprit de la moto. Quand on la conduisait, c'était d'avoir un peu les sensations d'une moto. Bon, avec 61 chevaux dans une Smart 3 cylindres, c'était pas tout à fait ça. Mais c'était une voiture qui était étanche, il pouvait pleuvoir dedans, on pouvait l'arroser, aucun problème. Et d'ailleurs, je pense que François peut raconter qu'il en a bouffé de la flotte dans cette caisse. De la neige. J'ai passé des cols avec de la neige derrière des GT40. C'était très sympa quand la neige, quand tu te braquais, il y avait la neige qui passait dans la voiture. Mais t'es le gars en France ou même en Europe, et peut-être même dans le monde, qui a parcouru le plus de kilomètres en Smart Crossblade dans le laps de temps le plus réduit, et surtout dans des conditions complètement dantesques, puisque cette voiture était censée être plus une annexe de yacht à Saint-Tropez qu'une caisse pour faire le Tour de France. Et ce grand malade m'a appelé pour ça. Moi, j'avoue que je préférais aller faire du circuit avec les rodages des AMG qu'on nous demandait de préparer avant de les donner aux journalistes, ou taper des chronos record personnel 2,92 la maréchaussée, il y a prescription, parce que c'était il y a plus de 10 ans. Donc voilà, des trucs comme ça. Mais lui, il voulait cette caisse, il voulait ce 3 cylindres, 61 chevaux. Voilà. Et donc, du coup, comme il faut, je veux absolument faire un grand sourire à nos amis qui sont pour la défense de la violence routière. Raconte-nous c'est quoi ton record personnel du côté de Mercedes avec un tu m'as parlé d'un SL55, c'est ça? SL55 AMG Pack Performance. Donc, la particularité de cette voiture qui faisait 500 chevaux, 507 chevaux, je crois, c'était qu'en fait, elle n'était pas bridée à 250, mais à 300. Et j'ai voulu tester. Et j'avoue que mon courage m'a lâché à 292 ou 293 sur la 10 et que j'ai pas osé aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc voilà, ça restera mon record perso sur route ouverte. Et sur circuit, mon record perso, c'est grâce à une invitation à l'époque d'un concurrent, c'est sur une Porsche Carrera GT, 327 km/h sur l'anneau de Mortefontaine. Et c'était assez exceptionnel. Donc, on fait le tour parce que la semaine, ce qui va paraître demain, c'est mon copain Christophe Martins qui s'occupait de la technique chez Porsche et qui raconte son 325 avec le casque qui tape contre la vitre du Carrera GT à Mortefontaine. Et t'essayais de lever le bras pour prendre une photo avec ton téléphone, pour prendre une photo du compteur, pour inscrire le record dans tes annales personnelles. Et tu pouvais pas parce qu'à cause de la force centrifuge, ton bras faisait ça et tu n'arrivais pas à mettre ton bras, tu n'avais pas assez de muscles pour mettre ton bras en face du compteur à cause de la force centrifuge sur l'anneau. Donc, je laisserai le raconter. Je suis sûr qu'il a fait plus de tours que moi sur le circuit. Il raconte demain sur le… donc demain, hier, parce qu'on est perdu, parce que c'est ce qui paraît demain. Il le raconte et il dit que c'est un de ces grands moments où il s'est un petit peu chié dessus quand même. Parce qu'en effet, à 3,20 sur Mortefontaine, ça tape un peu, ça secoue quand même fort. Ça secoue. Mais je voudrais quand même sur une note Mercedes que tu as qualifiée comme marque, ou en tout cas les conducteurs de cette marque d'une certaine manière. J'avoue quand même que quand tu conduisais des AMG de plus de 500 chevaux, il y avait quand même un bon son, un bon kiff personnel et que j'en garde un top souvenir. Non, mais moi, la concession par rapport à une Citroën ou une R25, voilà, chacun choisit ses priorités. Qui aime bien, châtie bien. Non, je les aime pas parce qu'ils sont un peu trop allemands, mais
enfin, les Allemands ils savent fabriquer des voitures et que quand tu roules fort, faut reconnaître que, enfin moi, je suis pas un très grand fan de Mercedes, mais par contre c'est vrai qu'aussi tu regardes la BMW, enfin ils savent faire des autos parce qu'ils ont des clients pour ça et qui sont faits pour rouler à 250, 300 parce il y a des clients qui tous les jours quand ils rentrent, moi je vais faire une toute petite aparté et après on finira avec avec Xavier, avec sa petite anecdote Made in France, avec sa MEP. Mais moi, j'ai le souvenir d'être allé chercher avec un de mes copains une voiture en Allemagne chez un concessionnaire et on arrive à mode John Gadbar, enfin au trou du cul du monde, et on prend un taxi Skoda et il y avait 30 bornes à faire sur l'autoroute et tu vois le taxi qui part et sur l'autoroute, il était à 190, cet enculé. Et là, j'ai fait 220 en taxi en classe E, 220. Et le mec, avec le compteur qui tourne tranquille à 2,20 sur l'autoroute allemande. C'est quand même le paradis. C'est quand même le paradis pour ça. On est bien d'accord. Bon, alors, on a parlé des vraies autos, des Mercedes qui envoient du bois. On va finir par les grosses merguez qui pètent des moteurs de merde à Montlhéry. Raconte-nous ta MEP. Alors, MEP, moi, je vais faire un peu le mec qui est cultivé. C'est Maurice Édouard Pezou. C'est un petit... Raté. Ça Maurice Émile Pezou. Émile, bon, voilà. Émile Édouard, voilà. Un gros boulet qui, je sais pas ce qu'il avait. Il avait trop d'argent. Il a décidé de fabriquer une monoplace avec un moteur de Citroën. En fait, c'était un concessionnaire Citroën à Albi. Et il a fabriqué des petites voitures. Il a fabriqué notamment la Daphné sur une base de traction, et puis il a fabriqué les MEP avec les MEP X2 avec des moteurs de Panhard, et ensuite les X27 avec moteur de GS. Et mon frère Roland achète une MEP X27. Vous avez compris, attends, je t'interromps, vous avez compris que donc dans la famille, Roland achète, Xavier pète. Bon, vas-y, continue Xavier, j'étais désagréable. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors j'ai rien compris. J'ai une coupure de connexion juste pendant ta phrase désagréable. C'est mieux. C'est mieux. Mais bon, t'as dû dire encore un truc qu'on aimait les saloperies et tout ça. Mais j'ai pas entendu. Écoute, je regarderai la vidéo, puis voilà, on réglera ça en privé. Et du coup, ouais, donc il achète une Map X27 parce que on participe régulièrement au Citro Racing, qui est un rassemblement de Citroën sur le circuit de Montbeny. Donc on l'a déjà fait avec une GS, on l'a fait avec la MEP, on a fait plusieurs fois avec la MEP. Et cette année-là, c'était à Montlhéry. Et du coup, Roland venait juste de l'acheter. On la met sur la remorque, on trace à Montlhéry. D'ailleurs, ce soir-là, on a dormi chez toi, Fred. Pardon. Moi, c'est François. Ouais. Lui, c'est François. C'est pour la saloperie qu'il a dit, que j'ai pas entendu. Et du coup, on dort chez lui, puis on a passé le week-end à Montlhéry, on a roulé, c'était sympa. Et on a fait une grande découverte ce jour-là, surtout moi d'ailleurs. J'étais au volant de la voiture et on s'est rendu compte qu'il y avait deux différences fondamentales sur les moteurs de GS. Il y avait ceux qui étaient refroidis correctement et les autres avec un petit défaut. Donc j'étais en pleine bourre sur le circuit, juste après la ligne droite. Là, je fais le passage avec tous les virages. J'arrive dans l'espèce de bout de bourg dans la forêt là. Et je sors du virage, je remets gaz à fond et là d'un coup, le moteur prend ses tours normalement et j'entends blabla, une grosse déflagration. Et je regarde dans le rétro, j'essaye de me tourner avec mon casque, comme je vois rien sur la route. Alors, je comprenais pas ce qui s'était passé. Je pensais avoir roulé sur un truc. Et puis finalement, je trace, je continue, je refais un tour. Et puis là, je sentais que la bagnole perdait des chevaux quand même. Et à tel point qu'à un moment donné, elle s'est carrément arrêtée, quoi. Ça sentait l'huile, c'était une horreur. Et alors bon, j'attends la fin de la session, il y a le 4x4 qui vient, hop, la grosse sangle, qui l'accroche à l'arceau, puis je rentre au stand comme ça, enfin la grosse honte. Roland qui croyait que je m'étais planté, enfin il savait pas ce qui m'était arrivé, du coup il me voit arriver, il était à moitié rassuré. Et finalement, en fait, notre collègue Philippe Guéraud, qui est spécialiste de la MEP, il les fait toutes rouler ces voitures, il les restaure et tout ça, il est vachement actif au sein du club, enfin de tous les amateurs de MEP. D'ailleurs, il habite à Albi. Il vient me voir et tout, je lui raconte. Il me dit, oh là là, mais alors montre-moi, avec son accent du Sud, montre-moi un petit peu et tout. Et puis en fait, il m'apprend que
sur certains moteurs de GS, la turbine de ventilo, elle est en plastique, elle est dans un plastique blanc qui est ultra cassant. Et les modèles après, ça a été remplacé par du plastique noir qui est beaucoup plus résistant puisqu'il est un petit peu souple, il ne sèche pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon hélice s'est volatilisée. La déflagration que j'ai entendue, c'est toutes les ailes de l'hélice qui sont parties dans le carter en tôle du refroidissement. Et ce qui fait que la bagnole était plus refroidie parce que sur une MEP et derrière, c'est comme un moteur de Dush, un moteur de GS. Hein. Il y a un carénage en tôle qui entoure le moteur avec une hélice qui fait circuler. Dans la MEP, il est derrière le siège conducteur, derrière le réservoir, donc il n'y a absolument aucun passage d'air. Hein. C'est vraiment le ventilo qui aspire et qui refroidit tout ça. Donc ventilo pété, il y a 0 air qui circule. Donc j'ai fait une surchauffe et le moteur a serré. Et donc, et toi, la conclusion centrale par rapport à ça, parce que je t'explique pourquoi je te coupe, parce qu'il me reste que 30 secondes pour conclure, donc c'est terrible quand même par rapport à ça, donc je suis pas. Mais bon, la conclusion, c'est que s'il y avait une hélice, parce qu'on a parlé que des Allemands, on n'a jamais parlé des Japonais, si l'hélice de refroidissement était japonaise, elle n'aurait pas pété, mais elle est française, elle a pété. Voilà. Ben, ça, c'était une conclusion pour raccourcir phénoménale. Mais c'est dire qu'on aime bien quand même toutes les merguez, même si elles sont allemandes, japonaises et italiennes ou françaises. La seule différence, elle s'appelle indienne. Oublie pas les indiennes. C'est vrai. Enfin, pour la petite histoire, la MEP a fini avec un moteur d'axel qui est roumain et maintenant elle tourne comme une horloge. Hein. Donc tu vois, comme quoi. Bon les gars, je vous remercie. Merci d'être venus. Je vous remets un petit mot derrière. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous les trois. Putain, j'ai du mal. Je suis fatigué. J'ai bu trop de rosé. On revoit un petit coup pour conclure. Allez, à la vôtre. À la vôtre. Merci. Santé.